Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'être là. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Oui. Merci. Alors, je vais commencer par une petite introduction, puis laisser la place aux intervenants. Environ 23 000 formations sont présentes sur Parcoursup. Confrontées à cette offre pléthorique, face à la multiplicité des informations et de leurs canaux, il importe de réussir à s'orienter et d'être en mesure de spécifier, dans la mesure du possible, des critères susceptibles de guider certains choix d'études. Parmi ces critères, il convient de savoir, en particulier pour ceux et celles qui envisagent de poursuivre leurs études dans le domaine des lettres, des sciences humaines et sociales ou encore des sciences politiques, dans quelle voie il serait préférable de s'inscrire, à savoir comment s'orienter entre la faculté, les classes préparatoires et certaines écoles. Ces voies complémentaires l'une de l'autre proposent des perspectives de formation distinctes et mettent en avant des offres pédagogiques spécifiques. Par ailleurs, il existe de nombreuses passerelles, des stratégies parfois judicieuses qui rendent les perspectives d'orientation complexes. Faire un choix, c'est toujours peu ou prou abandonner un autre. Pour autant, comment entreprendre un choix lorsque l'on est intéressé par les sciences humaines entre l'université et les classes préparatoires ou certaines écoles ? Que faut-il savoir avant d'intégrer une prépa ou avant de rejoindre l'université ? Y a-t-il des formations ou des circuits de formation qui seraient plus adaptés ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de réunir autour de cette table 3 professeurs issus à la fois des classes préparatoires et de l'université. Frédéric Naud, qui interviendra le premier, professeur de lettres en classe préparatoire littéraire au lycée Louis-le-Grand et président de l'association des professeurs de prépa littéraire, qui est à la toute droite de la table, à votre gauche. Puis Laure Galouette, qui est juste à côté de moi, maîtresse de conférences en civilisation germanique au département d'allemand. Elle fait partie de l'équipe de direction de la faculté lettres, langues et sciences humaines de l'UPEC, où elle est en charge des relations également internationales. Elle est co-responsable du master LLCCI, Air germanophone, et responsable du master de LEA, Parcours Management International, trilingue, marché est-européen et germanophone. Puis nous écouterons au centre de la table Fabrice Hamelin, professeur de sociologie à l'Institut d'études politiques de Fontainebleau, directeur adjoint de l'Institut d'études politiques en charge des études. Je vous propose que nous écoutions leur point de vue sur ces questions et que vous puissiez par la suite, en toute fin des 3 interventions, échanger avec eux à la fin, après les avoir écoutés. Je vous remercie. Est-ce que vous m'entendez bien ? Aussi bien que possible, je vous prie de m'excuser pour ma voix un peu abîmée, mais personne n'échappe aux maladies de saison. Je voudrais vous remercier, Monsieur Milly, d'avoir organisé cette réunion. Et je voudrais peut-être commencer par dire que même si nous allons chacun prendre successivement la parole et présenter les spécificités des différentes formations, dans l'ensemble, nous travaillons collectivement, en bonne harmonie, et il n'y a pas de discontinuité majeure entre les études ici ou là. Il y a même effectivement beaucoup de communication, des élèves qui vont d'un endroit à l'autre. Donc je pense que c'est important de vous le dire pour que vous ne croyez pas que nous représentons des mondes complètement séparés les uns des autres. En réalité, nous travaillons vraiment de manière complémentaire et nous sommes très contents de pouvoir compter sur le travail les uns des autres. C'est vraiment très important et c'est aussi important sans doute que vous le sachiez pour peut-être dédramatiser les choix qui paraissent parfois cruciaux et irrémédiables et qui en réalité dans la pratique sont plus souples qu'il n'y paraît devant le logiciel au cours du printemps qui précède le baccalauréat.
Donc malgré tout, je vais faire quelques remarques pour vous donner une idée de ce qui ferait la spécificité des classes préparatoires, mais peut-être qu'une des premières spécificités que je devrais signaler, c'est justement que les élèves qui sont inscrits en lettres supérieures s'inscrivent parallèlement dans des universités et pour beaucoup, si ce n'est pour l'immense majorité, rejoignent d'une façon ou d'une autre un parcours universitaire, soit au niveau de la licence, soit au niveau du master. Et d'ailleurs, à l'université, d'anciens élèves de classe préparatoire enseignent et en classe préparatoire, d'anciens professeurs qui ont été formés à l'université. Donc vraiment, il y a une certaine cohérence de la formation en littérature et en sciences humaines en France et il faut, je crois, s'en réjouir. Donc, pour ce qui concerne plus spécialement les classes préparatoires littéraires, vous le savez peut-être, ce sont des classes qui c'est une formation qui a lieu dans un lycée, géographiquement, et aussi dans la vie de l'étudiant. Je veux dire par là qu'il y a un groupe classe qui est assez stable, en moyenne, disons, d'une 40aine d'élèves, et donc du début à la fin de la journée, de la semaine, de l'année, un élève est au sein du même groupe, avec un nombre de professeurs de 6 à 7, qui eux aussi restent les mêmes à peu près toute l'année, pas exactement sur 2 ans, mais enfin il y a une grande stabilité aussi. Donc c'est vraiment la pérennité de la structure lycée qui singularise peut-être le plus les classes préparatoires littéraires. L'autre aspect important à mettre en avant, c'est la pluridisciplinarité. Là encore, il faut être sans doute un peu nuancé. À l'université aussi, en réalité, il y a plusieurs disciplines qui sont enseignées autour d'une discipline principale, mais c'est peut-être plus marqué encore dans la classe préparatoire, avec donc notamment les lettres, l'histoire, les langues vivantes, la philosophie, des langues anciennes. Donc c'est un ensemble très équilibré. Pour continuer sur ce qui caractérise le monde dans lequel j'enseigne, je voudrais aussi vous dire qu'il ne faut pas trop céder aux images préconçues, un peu traditionnelles. Il y a notamment parfois dans la presse des images qui sont issues de l'expérience même des journalistes, qui sont donc des expériences aussi assez anciennes. Donc ce monde de la classe préparatoire n'est pas un monde impitoyable, redoutable, où les élèves s'entre-déchirent. Au contraire, en cohérence avec ce que je vous ai dit, il y a souvent une très grande solidarité entre les élèves et les préparationnaires sont très heureux de ne pas se sentir isolés, de se sentir très bien intégrés, de nouer des relations personnelles qui sont très fortes. Et ce qui va avec cette évolution des mœurs dans les classes préparatoires, c'est aussi un recrutement qui peut être très varié. Et donc, un des obstacles contre lesquels nous essayons de travailler, c'est ce qu'on appelle traditionnellement l'autocensure, c'est-à-dire des jeunes gens qui pensent que ça n'est pas pour eux, qu'ils ne sont pas assez forts pour prétendre à une classe préparatoire. C'est généralement faux, parce qu'il y a effectivement une offre extrêmement variée, des classes préparatoires qui sont dites parfois de proximité, d'autres plus exigeantes en lien avec des concours très prestigieux auxquels elles préparent. Mais en réalité, il faut que vous soyez essayé, si ça vous intéresse, d'être assez attentif aux différents établissements, à leurs usages, et en général, si vous avez effectuer un travail convenable, mais pas forcément brillantissime et irréprochable au lycée, vous pouvez trouver une classe préparatoire qui vous convient, et c'est d'autant plus vrai que sur Parcoursup, vous avez un choix classe préparatoire, mais ensuite, si mes souvenirs sont bons, une vingtaine de choix d'établissements. Donc ça vous laisse quand même une grande marge pour choisir, ou justement ne pas tout à fait choisir et laisser les professeurs qui liront vos dossiers choisir et évaluer si oui ou non vous avez un profil adapté à leur établissement. Pour ne pas trop monopoliser la parole, je termine simplement en insistant sur la variété des débouchés. Je parlais donc à l'instant de concours. Les classes préparatoires s'appellent ainsi parce qu'elles sont préparatoires à des concours. Le concours traditionnel auquel préparent les prépas littéraires, c'est le concours des ENS, mais c'est un concours qui est effectivement très exigeant. Et quand je parlais tout à l'heure de concours prestigieux, c'est notamment à celui-là que je pensais, puisqu'il y a en gros sur les 2 ENS 200 places tous les ans. C'est évidemment très peu. Et donc c'est aussi important pour les professeurs que je représente de vous faire savoir qu'il y a aussi beaucoup d'autres concours qui peuvent être préparés et donc beaucoup d'autres débouchés après une prépa littéraire. Je pense à de nombreux concours dans les écoles de commerce ou de management, dans les écoles de communication comme à Paris le CELSA, mais il y en a d'autres.
dans certains instituts d'études politiques. La liste est un peu longue, donc je vais vous épargner une accumulation un peu fastidieuse, mais il faut avoir en tête que ces concours sont conçus à partir des programmes qui sont enseignés dans les classes préparatoires littéraires. Donc ce n'est pas des épreuves que les candidats doivent préparer par eux-mêmes en marge de leur formation, parce que les épreuves sont pensées pour être adaptées à leur formation. Donc ça fait vraiment, c'est pleinement intégré au débouché des classes préparatoires littéraires. Je pense que j'ai dit l'essentiel et je peux vous passer la parole. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Merci pour la présentation. Je m'appelle Laure Galouet, je suis maîtresse de conférences en civilisation germanique au sein du département d'allemand de la faculté Lettres, Langues et Sciences Humaines de l'UPEC. Donc l'UPEC, c'est l'université Paris-Est-Créteil. Donc pour commencer, donc je représente ici un peu le monde universitaire, mais comme le disait mon collègue, il y a très clairement des liens entre classe prépa, université et aussi donc l'IEP, que mon collègue pourra vous présenter tout à l'heure. Donc là, la présentation, c'est sur lettres, sciences humaines et sociales, sciences politiques. J'aurais même tendance à rajouter également les langues vivantes, puisque c'est aussi ce que je représente. Pour vous donner une idée, à la faculté Lettres, Langues et Sciences Humaines de l'UPEC, nous avons 12 départements. Donc c'est quand même assez nombreux. Nous avons des départements de langues vivantes, donc anglais, espagnol, allemand. Nous avons également des départements de lettres, de philosophie, de communication, d'histoire, de géographie, de LEA, sur 2 campus, à Créteil et à Sénart, et également un département de FLE, donc français, langue étrangère. À l'université et a fortiori à la faculté LLSH de l'UPEC, vous avez plusieurs types de parcours. Il y a des licences dites classiques qui sont données par les départements que je viens de mentionner, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres types de parcours. Et un point sur lequel j'aimerais insister, c'est le fait qu'il y a à la fois des formations initiales, donc plutôt classiques, mais il y a également une possibilité d'avoir des formations en alternance. C'est-à-dire, la formation en alternance, ça veut dire qu'il y a des cours qui sont suivis à l'université et en parallèle, il y a un temps qui est réservé au temps en entreprise. Donc ça, c'est une possibilité. C'est l'une des premières options. En fait, ce sont les parcours dits plutôt professionnels, même si j'aimerais insister sur le fait que tous nos parcours sont professionnalisants. C'est pas quelque chose qui est déconnecté du monde du travail, puisque vous avez notamment la possibilité aussi de faire des stages dès la licence. Il y a des stages qui sont obligatoires selon les parcours, mais je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail ici. Pour vous donner un exemple de ces filières, par exemple, à l'UPEC, vous avez un DUST qui est un DUST sur le multimédia. Vous avez également en alternance un parcours LEA, commerce international, ou une licence professionnelle chargée de communication des collectivités territoriales et des associations. Donc ça, c'est pour le premier aspect. D'autre part, vous avez des parcours qui sont plutôt classiques. Donc, vous pouvez faire une licence d'anglais, une licence d'espagnol, une licence de géographie, d'histoire, de philosophie, etc. Et en fait, vous avez ici, donc ces licences classiques permettent, dès l'obtention du baccalauréat, de se spécialiser dans un champ disciplinaire déjà délimité. Par exemple, vous pouvez vous spécialiser sur une aire linguistique ou géographique, si c'est les langues vivantes qui vous intéressent. Et par exemple, si vous choisissez de faire une licence d'allemand, d'anglais ou d'espagnol, vous allez travailler à la fois sur la langue, la littérature, la culture, la civilisation. Et vous avez également des colorations différentes selon les universités, selon les facultés. Par exemple, la licence d'allemand à l'UPEC met l'accent sur une dimension politique et relations internationales plutôt contemporaines. Voilà, donc ça, c'est un exemple. À l'intérieur des licences, vous avez également une possibilité de faire des choix de parcours en licence 1, 2 ou 3. Par exemple, vous pouvez faire une licence d'histoire et vous dire que vous aimeriez bien avoir des connaissances en communication. Et donc là, vous avez la possibilité d'avoir des heures en fait, chaque semestre en communication.
ça vous permet un petit peu de suivre des cours d'autres disciplines et on favorise d'ailleurs cela dès le niveau L1 puisqu'on a un cours qui s'appelle l'option de bloc 2 et qui permet de suivre des cours d'une autre discipline. Donc si vous faites une licence de lettres, vous pouvez décider de suivre un cours de philosophie ou un cours d'espagnol. Donc voilà, cette idée que vous êtes à la fois, vous devenez spécialiste d'une discipline, mais vous avez encore une possibilité d'avoir une ouverture disciplinaire selon ce qui vous intéresse. Par ailleurs, vous avez également la possibilité de faire des doubles licences. En fait. Donc, double licence, par exemple, de faire à la fois une licence d'histoire et de lettres, de faire à la fois histoire et philosophie. Donc il y a plusieurs combinaisons possibles. Donc ce parcours est un peu plus sélectif puisque comme vous faites 2 licences, ça veut dire que vous allez suivre plus de cours. Donc ça va demander un petit peu plus de travail. Mais l'avantage, c'est que ça vous permet l'obtention de 2 diplômes à la fin de la licence. Donc ça, c'est aussi une option. Si jamais vous hésitez entre 2 licences, il y a et potentiellement la possibilité de faire les 2. Ensuite, on peut se demander quels sont les avantages de faire ces études à l'université et quelles sont aussi les spécificités de l'université par rapport, par exemple, à une classe préparatoire où on continue à suivre énormément de matières différentes. En fait, l'une des particularités de l'université, c'est qu'une faculté, ça s'appelle également une UFR. Donc UFR, ça veut dire Unité de formation et de recherche. Donc la véritable spécificité, c'est le fait que les formations à l'université sont assurées en majorité par des enseignants-chercheurs. Donc la recherche, en fait, est au cœur de l'enseignement et vous avez 3 critères de la recherche qu'on va aussi développer chez les étudiants, à savoir la rigueur, l'esprit critique, l'autonomie. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui fait un petit peu peur aussi, le fait qu'on ait plus d'autonomie, qu'on ait peut-être moins d'heures de cours, en fait, à l'université que dans le secondaire, mais c'est aussi un apprentissage. Un autre élément, c'est les conditions d'études. Vous avez également une vie de campus en fait à l'université avec des associations culturelles et sportives, des espaces de travail collectifs. Et aussi un élément sur les cours, c'est que vous avez des cours qui sont des cours magistraux, donc avec des groupes peut-être plus importants, mais vous avez également des TD, des travaux dirigés, avec moins d'étudiants. Donc vous n'êtes pas non plus forcément noyé dans un énorme groupe. Vous avez possibilité vraiment de travailler en plus petits groupes et d'avoir un très bon suivi. Par ailleurs, une autre option qui est ouverte et un des avantages que je vois à faire ces études à l'université, c'est aussi la possibilité d'intégrer des mobilités à l'étranger. Puisque vous pouvez, en fait, en tant qu'étudiant, organiser une mobilité d'études pour un semestre ou une année au sein d'une université partenaire. Donc, c'est quelque chose qui va se construire, mais en fait, par exemple, au niveau européen, c'est assez facile. Il y a beaucoup de partenariats Erasmus. Il y a une reconnaissance, en fait, des cours qui sont suivis à l'étranger. Vous avez un système de crédit. Donc, en fait, le semestre ou l'année que vous passez à l'université, c'est pas quelque chose qui est perdu, bien au contraire. Vous pouvez en fait valider les cours et votre licence va aussi durer 3 ans, que vous alliez à l'étranger ou non. Et ça donne une vraie dimension internationale au parcours des étudiants. Il est également possible de faire des stages à l'étranger. Il est aussi possible de valider des doubles diplômes. Donc il y en a plus au niveau master qu'au niveau licence, mais c'est-à-dire qu'il y a un nombre de cours à valider dans votre université et dans l'université partenaire, donc au semestre ou à l'année, et ça vous permet en fait d'obtenir le diplôme de votre université et de l'université d'accueil. Donc pour donner une dimension internationale, c'est quand même un vrai atout. Un autre élément que je voulais souligner, c'est le fait que vous avez donc la possibilité à l'université de suivre des langues vivantes ou anciennes de la licence 1 à la licence 3. Vous avez aussi des cours de renforcement. Et vous avez un accompagnement très fort en fait en première année afin que tout le monde démarre en fait sur les mêmes bases.
Et par ailleurs, un élément qui permet peut-être de dédramatiser un petit peu le processus Parcoursup, qui, je l'entends, peut être assez stressant, c'est le fait que vous avez également des possibilités de réorientation. Donc dès la fin du premier semestre, si jamais vous vous rendez compte que finalement les études que vous avez choisies vous correspondent assez peu, ou pour une raison ou pour une autre, vous pensez que telle ou telle licence vous conviendrait mieux, il y a une possibilité en fait de se réorienter. Pour finir, la question des débouchés. La faculté lettres, langues et sciences humaines a en fait de très bons taux d'insertion professionnelle dans des secteurs d'activité très variés. Donc, la première chose à laquelle on pense, c'est peut-être l'enseignement et la recherche, évidemment, puisque à l'université, vous pouvez préparer les concours d'enseignement, le CAPES et l'agrégation. Mais il y a d'autres débouchés professionnels dans des secteurs d'activité divers, par exemple dans les métiers de la traduction et de la rédaction, dans la médiation culturelle, dans le journalisme, le commerce, les affaires internationales, l'urbanisme, les concours administratifs, les métiers du livre, etc. Donc vous voyez, en fait, il y a vraiment beaucoup de débouchés très différents. Donc là, vous avez vraiment les portes qui sont ouvertes. Ensuite, il y a vraiment possibilité, en fait, de construire un projet, de se spécialiser, d'acquérir des compétences, de donner éventuellement une coloration internationale aussi à votre parcours. Et et ça permet un petit peu, en fait, de proche en proche, de construire son parcours. C'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à mon collègue. Merci, bonjour. Donc, je suis Fabrice Hamelin, je suis professeur de sociologie à l'Institut d'études politiques de Fontainebleau. Donc, l'Institut d'études politiques de Fontainebleau, c'est le 11e Institut d'études politiques. Il a été créé par arrêté ministériel en 2022, mais par transformation de la faculté de sciences politiques de l'Université Paris-Est-Créteil. Donc, nous sommes collègue avec Madame Galouette. Ça, c'est important parce que ça donne une coloration assez particulière à cet IEP, à la fois pourquoi il a été créé, notamment, on y reviendra, c'est pour associer les sciences humaines et sociales et les sciences expérimentales. Et puis, il hérite de la faculté qui s'appelait l'École internationale d'études politiques. Donc, pour nous aussi, l'international est absolument essentiel dans notre formation. Bon, mais le point important, je vais vous parler, moi, des études politiques. Alors, pourquoi faire des études politiques ? Eh bien, d'abord parce que ça ouvre un champ extrêmement diversifié d'emploi. Ça amène vers des endroits extrêmement différents sur le marché du travail. Les études politiques, ça conduit évidemment de manière traditionnelle vers les métiers de l'administration, par le concours ou par le contrat. Ça va amener certains de nos étudiants à aller vers le doctorat pour faire de la recherche, mais ça ouvre surtout aux affaires publiques. Et les affaires publiques, c'est extrêmement large. C'est évidemment les métiers du politique, ce sont les métiers du conseil, ce sont les métiers de la communication. Beaucoup de cadres du monde associatif aujourd'hui, je pense à l'économie sociale et solidaire, ont fait des études politiques, par exemple. Beaucoup de cadres d'entreprises sont aussi passés par les études politiques. Donc ça, c'est peut-être le point le plus important. Et ça s'explique par quoi ? Par le fait que les études politiques, ce sont d'abord des études pluridisciplinaires. Vous faites de l'économie, vous faites de la sociologie, vous faites de la science politique, vous faites du droit, vous faites de la gestion, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un point pour avoir en tête. Mon micro est un peu bizarre, je vais peut-être changer de micro. Ah, c'est la main sur l'antenne, merci. Parfait. Je fais attention, je lève un doigt, ça va aller. Donc voilà, la pluridisciplinarité, c'est la particularité des études politiques. Il y a aussi une dimension qui est une dimension extrêmement professionnalisante. Ça, il faut aussi, et ça je le dis aux parents, l'université a beaucoup changé par rapport à notre génération. Nos étudiants font beaucoup de stages. On l'a dit, ils partent aussi, par exemple, à l'étranger. On a beaucoup d'intervenants qui sont des praticiens. Et ça, c'est évidemment une dimension extrêmement importante. Et puis, Madame Galouette l'a dit, nos enseignants, ce sont des enseignants-chercheurs. Donc, on a aussi des enseignements qui sont très tournés vers l'innovation, très tournés vers la recherche. Maintenant, faire des études politiques, ça passe par différentes voies.
Alors là, je ne touche à rien pourtant. Ça passe par différentes voies. Ça passe évidemment par le diplôme d'IEP, qui est un diplôme en 5 ans. Mais ça passe aussi par des licences de sciences politiques. On hérite d'une faculté de sciences politiques, donc à l'IEP de Fontainebleau, on a des licences de sciences politiques en 3 ans et on a un diplôme d'Institut d'études politiques en 5 ans. Ces formations sont différentes. Le diplôme de l'IEP, il associe donc les sciences humaines et sociales aux sciences expérimentales, c'est-à-dire que nos étudiants, ils font ce que j'ai dit, de l'économie, de la sociologie, etc., mais ils font aussi des mathématiques, ils font aussi de la physique, ils font aussi de la biologie, ils font de la climatologie, parce que effectivement, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, nos étudiants qui vont prendre des responsabilités dans la société, ils doivent pouvoir mener un dialogue relativement équilibré avec les scientifiques, avec les ingénieurs, avec les techniciens. Donc on les forme à cette dimension-là. La licence de sciences politiques, elle s'adresse plutôt à des profils classiques, des gens qui auront choisi par exemple au lycée HGGSP, SES, donc des gens qui vont s'orienter davantage vers les sciences sociales. L'autre point important, ça a été évoqué, donc c'est une manière de vous dire, vous allez voir sur Parcoursup une offre assez diversifiée, diplôme d'IEP, licence de sciences politiques, et puis différents types de licences de sciences politiques. On a, nous aussi, par exemple, une double licence, histoire, sciences politiques, en partenariat avec la LSH. On a des doubles licences à l'international, avec l'Allemagne, avec l'Italie. Nos étudiants, ils passent une des 3 années de licence à l'étranger. Les étudiants allemands et italiens, de la même manière, viennent chez nous. On a une licence de sciences politiques axée santé. Donc ça aussi, il faut avoir en tête cette diversité de nos formations et le fait que les étudiants vont construire en fait leur parcours à travers les choix qu'ils vont faire sur Parcoursup, mais à travers les choix qu'ils vont faire après, à travers les spécialités choisies, à travers les séjours à l'étranger, à travers les stages. Donc comme ça a été très bien dit, Parcoursup, pas d'angoisse excessive, vous n'entrez pas dans un tunnel, c'est une entrée dans l'enseignement supérieur et vous allez vous construire progressivement un parcours très singulier. Tout le monde sortira avec une licence de sciences politiques ou un diplôme d'IEP, mais avec en fait une diversité d'expériences qui permettra d'aller vers ces différents métiers que j'ai exposés. L'autre point peut-être important, ça a été évoqué par Madame Galuette, entrer dans l'enseignement supérieur, c'est une vie de campus. C'est-à-dire que ce qui se passe pendant les cours est évidemment absolument essentiel, mais ce qui se passe après les cours est tout aussi important. Il y a une vie associative extrêmement importante, il y a des engagements de nos étudiants qui sont extrêmement importants, et ça, c'est absolument essentiel. Là aussi, dans le parcours que les étudiants se construisent petit à petit, chez nous, évidemment, Sciences Politiques, c'est beaucoup de conférences, c'est beaucoup d'accueil de personnalités, c'est beaucoup de visites, par exemple, d'institutions ou autres. Donc ça, il faut avoir aussi en tête que au-delà de la petite angoisse qui est de choisir le parcours vers lequel je vais, en fait, ça va vous ouvrir des horizons qui sont extrêmement importants. Je vais peut-être m'arrêter là, mais finalement, j'espère que dans le petit discours que j'ai eu, c'est une manière de dire que finalement, tout ce qui a été dit, on le retrouve finalement dans nos différents parcours, la pluridisciplinarité, l'importance de l'international, l'existence des doubles diplômes, les choix, effectivement, qui vont être opérés. Voilà. Après, on peut reparler de Parcoursup plus en détail si vous le souhaitez, mais je pense qu'il faut aussi se projeter au-delà de cela. Merci. Je vous remercie. Je propose maintenant, en tout cas pour ceux qui ont des questions, il nous reste un peu plus donc d'un quart d'heure. Peut-être... oui. Je vous laisse... Merci, monsieur. Merci, messieurs, dames. J'ai plusieurs petites questions qui, j'espère, seront d'intérêt pour tout le monde. La première, c'est, madame, vous avez dit que parmi les débouchés d'une université dans le domaine des lettres, des langues, etc., il y avait l'enseignement.
ou d'autres débouchés. Pour l'enseignement particulièrement, c'est à l'issue de combien d'années? Est-ce que c'est à l'issue d'une licence? Est-ce qu'il pour passer le CAPES, par exemple, est-ce qu'il faut aller jusqu'au master? Ça, c'est la première question. La deuxième question, pour la classe préparatoire, quand vous dites que ça ouvre à des concours prestigieux, mais à d'autres également, est-ce qu'à l'issue d'une classe prépa de 2 ans, si j'ai bien compris, en lettres, est-ce que des élèves choisissent de passer aussi le CAPES, ou est-ce que c'est destiné vraiment à des concours très spécifiques et très élitistes, même si le CAPES n'est pas facile, hein, j'entends bien. Et dernière question pour les langues, pour des langues un petit peu différentes, un peu moins courantes, comment trouver des choix, aussi bien sur Paris qu'en province? Quelle est la bonne piste de recherche pour le russe en particulier? On voit beaucoup de licences de langues et de lettres mixées avec de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien. Avec le russe, c'est un peu plus dur. C'est peut-être le cas aussi avec d'autres langues comme l'arabe et le chinois. Et je voulais savoir si vous aviez des pistes à nous donner en dehors de l'établissement dont le nom m'échappe, qui est des langues... l'INALCO, c'est ça? Voilà, en dehors de l'INALCO. S'il fait des langues à distance, des enseignements à distance, par exemple, si on n'est pas sur Paris. Merci. Merci pour votre question. Donc, je vais répondre aux 2 questions qui me concernent. En ce qui concerne l'enseignement, le CAPES, on ne peut pas le passer directement après la licence. En fait, il y a eu une réforme il y a quelques années déjà. C'était la masterisation des concours, en fait. Il y a quand même beaucoup de réformes. Il y a aussi eu beaucoup de ministres. Hein, ça change beaucoup. En fait, le CAPES et les concours de l'enseignement, ce sont des concours qu'on passe au niveau master. En fait, là, actuellement, donc il faut avoir sa licence. Et le mieux, en fait, il y a 2 options. Hein. Il y a la possibilité de faire un master recherche. Ça n'empêche pas de faire de l'enseignement. Mais sinon, il y a ce qu'on appelle les masters MEF. En fait, c'est les métiers de l'éducation, de l'enseignement. Et ça, en fait, en première année, il y a des cours généraux. Et en fait, c'est au cours de la 2e année de master qu'on passe le concours. En fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que même pendant la première année, il y a des périodes de stage. Donc ça permet une immersion en fait aussi des étudiants. Donc ça se construit pendant le master. En ce qui concerne les langues moins courantes, donc moi je ne connais pas forcément de licence de russe. J'allais vous dire de regarder ce qui se fait du côté de l'INALCO, mais je ne sais pas s'il y a des licences de russe vraiment qui existent. Je sais qu'il y a des parcours où on peut avoir russe en tant que langue. Enfin, par exemple, moi je suis responsable du Master 2 LEA où il y a une option en fait. Donc c'est le parcours marché est-européen et germanophone. Et en fait, voilà, il y a une option de langue russe, mais c'est en master. Et j'avoue que en ce qui concerne les licences de russe, je ne pourrais pas vous indiquer de pistes très, très sérieuses d'emblée. Et j'en suis désolée. Je ne sais pas. Voilà. Et je crois que j'ai répondu aux 2 questions qui me concernaient. Donc en fait, vous avez aussi un peu répondu à la question qui m'était posée, puisque la même cause produit les mêmes effets, dans la mesure où les concours doivent être passés à un niveau master. Il est évident qu'il n'est pas possible de les passer immédiatement à la sortie de la classe préparatoire. Mais c'est vrai que votre question me permet peut-être de préciser 2 choses. Lorsque nous parlons des débouchés, je n'ai pas voulu être trop long, donc je parlais des débouchés immédiats en parlant de ces concours. Bon, c'est vrai que c'est moi qui ai dit prestigieux, je ne classe pas les concours en prestigieux. Enfin voilà, il y a une variété de concours avec une variété de débouchés. Mais si nous parlons de débouchés à long terme, ou à moyen terme peut-être plutôt, il y a effectivement beaucoup d'anciens étudiants ou étudiantes de classe préparatoire littéraire qui deviennent enseignants. Donc simplement, ça n'est pas un concours ou ce ne sont pas des concours qui passent à la sortie immédiatement, parce que ce n'est pas ce à quoi ces classes forment, et puis parce que ce serait trop tôt. Mais effectivement, dans la pratique, beaucoup d'anciens préparationnaires sont ensuite enseignants. Et j'en profite aussi pour dire, préciser un détail, puisque vous avez parlé d'une formation en 2 ans. Donc pour les classes préparatoires littéraires comme pour les autres, la formation est en 2 ans. Mais souvent, les élèves effectuent une deuxième année pour repasser des concours, pour continuer dans la même formation, et la plupart du temps obtiennent l'équivalent d'un L3. Donc c'est une formation en 2 ou 3 ans. Peut-être que vous avez trouvé que c'était un peu flou dans la manière dont c'était parfois présenté, mais il y a effectivement ce léger flottement sur la durée. 2 ans, c'est le format canonique, mais souvent il est étendu à 3 ans. Voilà.
Bonjour, je voudrais savoir quelles sont les conditions d'admission à l'IEP. Alors, donc ça dépend des parcours. Évidemment, candidature sur Parcoursup, où vous trouverez les différents parcours proposés. Pour l'entrée en licence de sciences politiques et ces différents parcours, c'est uniquement le dossier Parcoursup. En revanche, pour le diplôme d'IEP, l'admissibilité se fait via Parcoursup et ensuite on met en place un entretien d'admission qui est plutôt un entretien de motivation, puisqu'on recherche, nous, pour le diplôme, des étudiants qui ont plutôt pris une spécialité SHS et une autre spécialité sciences expérimentales, mathématiques ou physiques. Et donc, on veut aussi, par l'entretien, s'assurer qu'ils ont bien compris quel serait le contenu de la formation, qu'ils ont vraiment envie de faire ou de poursuivre les mathématiques, par exemple. Donc voilà, on a ces deux modalités de recrutement. L'autre point important, c'est que nous, on recrute un petit nombre d'étudiants. Sur l'ensemble, par exemple, pour le diplôme d'IEP, c'est 70 étudiants. Pour la licence de sciences politiques, c'est 75 étudiants. Pour la double licence d'histoire sciences politiques, c'est 20 étudiants. C'est un choix qu'on a fait. On admet assez peu d'étudiants, mais de ce fait, on les conduit jusqu'au bout des 3 ou des 5 années. Pour le russe, donc c'est bien, il y a Paris 4 pour l'enseignement plutôt littéraire et Paris 3 en LEA anglais-russe. Bonjour, c'est dans la continuité de la question précédente faite pour l'IEP à Fontainebleau. Pour un élève qui a par exemple une spécialité maths physique en terminale, est-ce qu'elle a ses chances à y avoir accès dans la mesure où elle est intéressée par la finalité au fait du diplôme IEP? Oui, alors effectivement, nous, on a mis dans nos recommandations l'idée effectivement qu'il y ait une spécialité des deux aspects qui aient été suivis. Mais en fait, c'est 15% des lycéens de terminale qui ont choisi une spécialité SHS et une spécialité sciences expérimentales. Donc c'est un petit vivier. Donc parmi nos étudiants, on a effectivement chaque année des étudiants qui ont soit maths, physique, comme vous l'avez dit, soit au contraire HGG, SP, SES. Et c'est là que la motivation pour nous est absolument essentielle. La première année nous permet d'accompagner les étudiants qui seraient peut-être un petit peu plus en difficulté, par exemple du point de vue des mathématiques par rapport à d'autres, ou inversement. L'idée, c'est qu'on les amène progressivement à une homogénéité, malgré un recrutement qui peut être un recrutement diversifié. Donc de fait, oui, c'est tout à fait possible à partir du fait que la motivation est présente. D'accord. Et donc, j'imagine que, de toute façon, les mathématiques ou la physique, elle ne sera pas assez poussée que les autres matières, j'imagine. Non, si on suit le professeur de mathématiques estime qu'il n'y a pas de difficulté pour suivre sa matière. Donc, normalement, ça se passe très, très bien. Mais c'est vrai qu'il y a une petite hétérogénéité. On recrute des lycéens qui ont fait maths expert, par exemple, en terminale, et puis d'autres qui ont arrêté. Et donc là, il y a peut-être une petite difficulté. Mais voilà, globalement, ça se passe bien. Et du coup, le diplôme de l'Institut, c'est 5 ans, si j'ai bien compris. C'est un diplôme en 5 ans, oui. D'accord. À François Ier, c'était ça? Alors ça, avec François Ier, c'est la licence de sciences politiques, parcours préparatoire au professorat des écoles. Ça, c'est une licence de sciences politiques qui se fait en partenariat entre l'IEP et le lycée international François Ier. C'est un autre parcours. D'accord. Et sinon, là, pour le diplôme de l'IEP de 5 ans, c'est où exactement? À l'IEP de Fontainebleau. D'accord. OK. Voilà. La deuxième année est une année à l'étranger. Sur les 5 années, il y a 4 années à l'IEP de Fontainebleau et la deuxième année est une année à l'étranger. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour votre présentation. Après une classe préparatoire de lettres, est-ce qu'on peut partir dans une école de commerce ou une école plus politique? Ou est-ce qu'on est obligé un peu de partir dans une école vraiment de lettres?
Merci de votre question. Non, c'est ce que j'essayais de vous dire. Il y a beaucoup d'écoles de commerce qui proposent un recrutement à partir des programmes des classes prépa littéraires. Aussi bien à Lyon qu'à Nantes, qu'à les écoles de région parisienne. Et c'est un débouché significatif. Il y a un nombre important d'élèves qui font ce choix. Et même les écoles de commerce souhaitent que les élèves littéraires qui font ce choix soient encore plus nombreux. Donc c'est vraiment possible. Si je reprends un peu le thème des mathématiques, il y a parfois un cours d'adaptation pour permettre aux littéraires d'être plus compétents en comptabilité, par exemple, ou pour des aspects plus techniques, mais ça se passe très bien. Et c'est une stratégie tout à fait viable de passer par ces classes-là pour faire une école de commerce sans passer par une épreuve de maths, notamment. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Donc oui. Peut-être et même vraiment oui, puisque c'est ce que souhaitent les écoles. Merci. Peut-être pour rajouter, après une classe préparatoire, on peut aussi rejoindre l'université, évidemment, assez facilement. De la même manière, nous, en troisième année du diplôme d'IEP, on admet 20 étudiants supplémentaires, donc qui souvent viennent de classes préparatoires. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, vous n'entrez pas dans un tunnel, vous pouvez aussi changer de chemin en cours de route. Merci. Oui, c'est en L3. En L3 ou en M1, selon... Merci, bonjour. Est-ce qu'il est possible d'intégrer un IEP, celui-là ou d'autres, après une licence universitaire et d'accéder au diplôme ? Alors, souvent, vous pouvez rejoindre les IEP au niveau du master. Ça marche. Donc, souvent, vous pouvez rejoindre effectivement les IEP au niveau du master, c'est-à-dire au niveau de la 4e année. Pour rejoindre nous le diplôme, c'est en 3e année. On le fait après le retour de nos étudiants de l'étranger. On admet de nouveaux étudiants. Mais sinon, effectivement, beaucoup d'IEP ont des masters dans lesquels vous pouvez rentrer après une licence. Est-ce que... Oui. Alors bonjour, moi je me demandais vraiment ce que c'était la différence entre les classes préparatoires aux grandes écoles AL et BL. J'ai pas bien compris la différence. Voilà. Oui, c'est vrai, comme c'est déjà un peu technique, je n'en avais pas parlé. La filière AL est une filière qui est centrée uniquement sur des disciplines liées à la littérature et aux sciences humaines. Donc c'est les disciplines que j'avais énumérées, littérature française et littérature et langue étrangère, histoire, philosophie, plus ou moins selon les cas géographie, et parfois des options artistiques. La filière BL, c'est une filière qui a un socle comme celui que je viens de décrire, littérature et sciences humaines, mais aussi une composante plutôt liée aux mathématiques et aux sciences économiques et sociales. Donc c'est une filière très variée. Et donc il y a plus de classes AL en région parisienne, mais en France en général, parce qu'il y a aussi plus de postes au concours, parce que sans doute que c'est quand même un profil plus répandu des jeunes gens qui se spécialisent plutôt dans des domaines, c'est déjà assez large. En BL, il y a donc une trentaine de classes en France, et peut-être un peu moins de 10 en région parisienne, et effectivement un peu moins de postes au concours. Comme nous l'avons dit à de nombreuses reprises, en fait, il y a beaucoup d'études qui finissent par ensuite donner des débouchés un peu similaires. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui ont fait BL et puis qui finalement deviennent agrégés de lettres. Heureusement que vous n'êtes pas enfermés dès que vous avez fait votre choix. S'il y avait quand même une identité, c'est quand même que du côté BL, ça permet de former des économistes, de former des sociologues aussi. Donc, il y a une culture de sciences humaines, mais appliquée à des données qui sont des données plus statistiques, plus scientifiques. C'est peut-être ça qui ferait l'identité d'un étudiant en BL, qui pourrait pousser une personne à aller en BL. En AL, il y a quelque chose qui est plus littéraire ou plus sciences humaines pures.
Voilà à peu près. Et concrètement, mais moi j'enseigne en AL, mais je me suis quand même un peu renseigné pour vous renseigner aussi. Mes collègues de BL m'ont bien précisé que les jeunes gens qui veulent postuler en BL doivent avoir pris une option maths, pas forcément expert, mais une option maths. Donc sachez-le, si vous avez pris une option maths, c'est possible. Sinon, en quelque sorte, vous perdez un vœu, puisque a priori le recrutement ne se fait pas pour des élèves qui n'ont pas pris une option. Je dis une option, je parle mal, une spécialité, pardon. Ah, oui, ok, c'est ça. Voilà, je me suis mal exprimé, une spécialité maths en terminale. Et jusqu'à la terminale. Merci. Moi, j'ai une autre question. En fait, pour les élèves qui veulent vraiment faire plutôt des sciences politiques plus tard, quand on regarde Parcoursup, on a un peu l'impression qu'il y a deux mondes. Il y a Sciences Po, les IEP, et puis d'un autre côté, les licences politiques, enfin, sauf avec les spécificités que vous venez de nous dire aujourd'hui. Et quand on regarde dans le détail tous ces parcours, on a l'impression aussi que c'est réservé un peu à des élèves qui ont, quand on coche les petites cases, en gros, 17 de moyenne. C'est-à-dire que quand on écrit qu'on a 14 ou 15 de moyenne, depuis la première et la terminale, avec des spécificités comme AGGSP, comme, etc., les retours qu'on a de Parcoursup, alors c'est une machine, hein, mais bon, les retours quand même que l'on a, ce sont des retours du type votre profil est pris rarement. Donc c'est vrai qu'on essaie de ne pas avoir peur, mais en tant que parent, en fait, on a quand même un peu peur parce qu'on se dit, mais en fait, les 20 vœux, ça va assez vite quand on fait tous les IEP, les licences sciences politiques, et en fait, on a un peu l'impression que qu'il n'y a que 8, entre 5 et 12% en fait, dans chaque fois d'étudiants qui sont pris. Et on se dit, mais est-ce qu'en fait, on ne va pas se retrouver avec que des réponses à zéro, même si on a un enfant qui n'est pas obligatoirement, qui n'a pas 8 de moyenne. Hein, voilà. Donc, je voulais un peu avoir votre regard là-dessus, sur est-ce que c'est finalement pas une filière ultra sélective, parce qu'il y a de plus en plus de demandes d'étudiants qui veulent faire, j'ai l'impression, en fait, des études politiques. Oui, vous avez donné une partie de la réponse. Alors, c'est la petite nouveauté de Parcoursup, hein. C'est informatif, mais maintenant, effectivement, on voit à quel niveau les formations recrutent, et il y a un petit côté inquiétant. Je suis d'accord avec vous. Une partie de la réponse, effectivement, c'est celle-là, c'est-à-dire c'est le décalage entre le nombre de candidatures et le nombre de places qui fait qu'au final... on a effectivement des lycéens qui ont très bien réussi leur parcours au lycée. Si on veut être assez clair et objectif, par exemple, nous, on a 95% de nos admis qui ont eu mention bien ou mention très bien au bac. Voilà, c'est le type, donc ce sont effectivement des bons étudiants de bac généraux. Alors aussi parce qu'on est assez exigeant, on leur demande... chez nous, ils vont faire 3 langues vivantes étrangères, par exemple. Ils vont devoir aller chercher des crédits à l'étranger, hein, soit sous forme de séjour d'études, soit sous forme de stage à l'étranger. Donc c'est vrai qu'on a là aussi des étudiants qui sont qui sont de bons étudiants de fait. C'est pas parce que nos parcours sont sélectifs, c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de candidatures et peu de places en face. Merci. Et donc, est-ce que vous pensez, en fait, qu'une des stratégies, en fait, au moment où on remplit Parcoursup, c'est de se dire, pour quelqu'un qui a vraiment envie de faire des sciences politiques plus tard, de dire, on présente des IEP, on présente Sciences Po, on présente les concours, etc., des licences politiques, mais aussi, peut-être, d'autres choses auxquelles on n'aurait pas pensé, sur lesquelles on a peut-être une chance, et après qu'on puisse, je ne sais pas, en 3e année, rejoindre, vous voyez. Mais est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres choses que les licences politiques ou que les IEP, vous qui... En passant par la prépa, peut-être, je sais pas, en fait. Oui, là il peut y avoir une diversité de voies, mais si vous êtes motivé, en tout cas vos enfants sont motivés pour faire de la science politique, il faut... à tout prix, effectivement, qu'ils candidatent dans les licences de sciences politiques, dans les différents IEP, qui ont des modalités de recrutement, qui sont des modalités de recrutement différentes et qui recherchent aussi peut-être des profils différents. Donc il ne faut surtout pas, effectivement, se préserver d'être candidat et au contraire, faire preuve de sa motivation et expliquer pourquoi c'est ce chemin-là que l'on veut suivre. Mais donc, pour compléter la réponse dans le même sens, oui, effectivement, je pense que
postuler en classe préparatoire peut être une option, puisqu'il y a quand même un enseignement fort de sciences humaines et que parfois les étudiants rejoignent des instituts d'études politiques ou des masters de sciences politiques à l'issue de leurs 2 ou 3 années de classe préparatoire. Donc ça peut être une voie efficace aussi. Je ne dis pas qu'elle doit se substituer à toutes les autres. Mais voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Désolé, ma question porte aussi sur le parcours IEP. À nouveau, est-ce que vous avez une idée des débouchés? Vous disiez que les débouchés sont essentiellement sur des débouchés dans les affaires publiques. Est-ce que vous avez une idée de la proportion, je dirais, débouchés publics, débouchés entreprises aujourd'hui, et la proportion de vos étudiants qui s'orientent vers les entreprises et celles qui s'orientent vers la sphère publique? Alors, là, très honnêtement, je n'ai pas les chiffres, notamment parce que ça dépend beaucoup en fait des masters qui vont être suivis. Hein, tous nos étudiants, ils poursuivent après la licence en master, et là, il y a une offre de master ouvert à ceux qui ont fait des études politiques qui sont extrêmement diversifiées. Ce qui est très clair, c'est que ce que je disais, c'est que le parcours classique, qui était les IEP formaient les cadres de la nation, hein, c'est-à-dire en fait les cadres de l'administration publique, quel que soit le niveau de gouvernement, c'est de moins en moins vrai. Et donc il y a une ouverture effectivement vers le monde associatif, vers l'entreprise aujourd'hui, du fait de la pluridisciplinarité, du fait des expériences acquises au cours du parcours. Donc je ne peux pas vous donner de chiffres, ce serait assez périlleux, mais l'ouverture effectivement est extrêmement large. Alors je ne sais pas s'il y aurait une dernière question, oui. Bonjour, moi c'est une toute petite question pratique. Les IEP ne sont pas représentés ici, au salon? Pardon? Les IEP ne sont pas représentés au salon? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, donc vous savez qu'il y a 11 IEP, qu'il y a des modes de recrutement, il y a différents types d'IEP, il y a des modes de recrutement différents, et notamment le concours commun qui est adopté par 7 d'entre eux, et les autres, dont l'IEP de Fontainebleau, recrutement sur dossier, et ensuite entretien d'admission. Donc c'est ça, effectivement, qu'il faut aller voir. L'autre point, à mon avis, important, c'est de chaque IEP ou chaque diplôme d'IEP fait suivre, on va dire, des formations qui sont assez similaires, au-delà de la singularité de l'IEP de Fontainebleau qui associe les sciences expérimentales, mais il y a toujours des petites spécificités quand même dans les IEP, avec un regard plus vers le monde méditerranéen, plus vers le monde anglophone, plus vers le monde africain, etc. Donc il faut regarder là aussi, passer du temps sur les sites, regarder effectivement les orientations à travers le contenu notamment de la formation, parce que ça peut là aussi correspondre en fait à des parcours ou à des envies différentes. Merci. Est-ce que... Oui, encore une question? J'ai encore une question par rapport à l'admission à IEP. Donc, vous pouvez parler de l'entretien, mais quels sont vos critères de l'admissibilité? Quel profil vous recherchez? Qu'est-ce qu'il faut faire pour décrocher un entretien? Alors, le critère que j'ai donné, c'est-à-dire les spécialités suivies au lycée, c'est une dimension effectivement importante. Ensuite, on va regarder évidemment certaines matières plus que d'autres. Faire des études politiques, ça veut dire qu'on sait plutôt bien écrire et qu'on a envie plutôt bien écrire. Je l'ai dit, nos étudiants, donc ça veut dire qu'on va regarder les notes au bac de français, par exemple, avec une attention plus grande. Ça veut dire effectivement une curiosité, donc on va regarder effectivement ce qui s'est passé en histoire. Ça veut dire, je l'ai dit aussi, on va demander à nos étudiants, notamment de la licence de sciences politiques à l'international, d'avoir 3 langues vivantes étrangères. Donc on va regarder les notes dans les 2 LVE qu'ils ont suivis au lycée. Donc on va regarder ça, donc il faut être assez clair. Les notes sont évidemment extrêmement importantes pour nous.
Ensuite, on va regarder effectivement la motivation, on va regarder l'adéquation entre le projet esquissé et la formation ou le parcours que nous proposons. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête. Il ne faut pas faire de l'aide de motivation standard. Il ne faut pas qu'on retrouve « je suis passionné par le droit ». Voilà, parce qu'il y a eu aussi une candidature à côté en droit et qu'on a mis la même lettre de motivation, ça nous plaît pas trop. Donc il faut quand même faire ce petit effort, effectivement, de montrer qu'on a regardé quel était le contenu du programme, etc. Donc la motivation joue quand même aussi un rôle important, mais les notes sont importantes, déterminantes. C'est très compliqué parce qu'il y a plein de bons lycéens. Et quoi faire pour sortir du lot? Il y a 70 places, vous avez dit. Oui. Est-ce que vous pouvez dire combien de candidates à IEP? Alors si je fais diplôme plus licence, c'est environ 200 places. On a 5000 candidatures. Pour le diplôme, qui est un diplôme un peu spécifique, puisqu'on demande ces deux... on accepte 70 étudiants, on a 1000 candidatures. Voilà, pour avoir une idée à peu près des chiffres. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'au final, ce sont les lycéens qui choisissent. C'est-à-dire que nous, effectivement, on fait une liste, on va classer effectivement un certain nombre d'étudiants, mais c'est les lycéens qui reprennent la main. C'est eux qui disent « nous venons » ou « nous ne venons pas ». Voilà, donc il ne faut pas non plus se sentir totalement dépendant du bon vouloir des établissements. Dans la réalité, en fait, ce sont les lycéens qui choisissent où ils vont. C'est important. Oui, mais sur 2000 candidats, 70 postes... Alors, du coup, là aussi, c'est l'avantage de Parcoursup. Donc, il y a ces éléments extrêmement angoissants où on se rend compte qu'effectivement, qu'en dessous de 17, c'est difficile. Mais on a aussi jusqu'où nous sommes allés dans la liste d'attente, par exemple. Il faut regarder ça aussi, qui est assez important. Merci. Ça donne une idée. Merci. Excusez-moi, encore une question sur les IEP. Et ça se rapproche plus dans le fonctionnement de l'université que d'une école, en fait, avec aussi des cours magistraux et des TD, ou c'est plus comme ça se rapprocherait plus au quotidien de la classe prépa et d'une école? Oui, c'est ça. D'abord, nous sommes sur des petits effectifs, on l'a dit, le diplôme c'est 70, la licence c'est 75, et effectivement, ils vont être divisés en groupes de travail de 25 à 30 élus. Il y a ce qu'on appelle des travaux dirigés ou des conférences de méthode. Donc on reste en fait dans un environnement qui est un environnement assez proche du lycée. L'IEP de Fontainebleau, c'est 900 étudiants. Licence, diplôme, master, donc c'est un tout petit lycée en termes de taille, par exemple. Et puis, au premier semestre, on est sur du contrôle continu. On entre progressivement dans, on va dire, le mode de fonctionnement de l'université, mais de manière très progressivement. Les examens en fin de semestre arrivent à la fin du deuxième semestre. Donc on est là aussi dans l'idée d'un accompagnement des lycéens pour que la rupture ne soit évidemment pas trop importante entre le lycée et l'université. Et ça, je pense que c'est un souci que tout le monde a. Si je peux juste me permettre de compléter sur la question des évaluations. Donc effectivement, quand on parle d'université, vous pensez peut-être au partiel de fin de semestre avec l'impression qu'il n'y a aucune échéance. Entre la rentrée et les partiels, c'est plutôt faux en fait. Vous avez des cours qui sont effectivement évalués sous forme de contrôle terminal, donc à la fin du semestre pendant 1 ou 2 semaines qui sont dédiées, mais il y a également des contrôles continus. Ça veut dire que vous avez plusieurs évaluations au cours du semestre et vous avez un véritable accompagnement du début à la fin du semestre. Oui, bonjour. J'ai 2 petites questions. La première, c'est jusqu'où vous allez dans les listes, pas d'attente, mais les listes d'attente. Et la deuxième question, c'est tout à l'heure, vous parliez du fait que vous regardiez les spécialités maths. Je ne voyais pas trop le rapport avec l'IEP, mais peut-être parce que je n'ai pas fait le cursus.
Non, c'est parce que moi je n'ai pas été assez clair. C'est la spécificité en fait de notre diplôme d'IEP, c'est d'associer sciences humaines et sociales et sciences expérimentales. Donc on va demander à parce qu'on estime que les grands enjeux à venir, c'est la transition écologique, par exemple, c'est la transition numérique, c'est la gestion des politiques de santé publique, et qu'il faut que nos étudiants soient aussi capables d'engager un dialogue équilibré avec des médecins, avec des ingénieurs, avec des techniciens. Donc on a rajouté cette dimension-là, et donc dans ce cadre-là, les maths et la physique ont toutes leur place. C'est pas moins vrai, on va dire, pour la licence de sciences politiques, qui est vraiment orientée sciences humaines et sciences sociales. Alors, jusqu'où allons-nous? On va assez peu loin. Pour la licence, pour le diplôme d'IEP, pour la licence, on va en dessous de la 200e place en termes de candidature. Je crois que c'est 170 pour le diplôme. Voilà, sur les 1000 candidats qui se sont présentés. Mais c'est à ce que je dis, c'est vraiment le choix des étudiants. Ils sont plutôt bien classés. Ça veut dire que nous, on a perçu qu'ils étaient motivés, intéressés, et qu'eux, effectivement, n'ont pas faim d'être intéressés, motivés. Donc, on leur fait une proposition et effectivement, ils viennent. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. J'avais une question concernant les études de sciences politiques. Est-ce qu'il existe un diplôme de bachelor, à votre connaissance, délivré par des IUT, du coup, dans ces domaines-là? Alors non, pas d'études politiques, mais on a des bachelors qui vont, par exemple, s'intéresser à la transition environnementale, s'intéresser au développement urbain, par exemple, et qui vont donc croiser en fait beaucoup de thématiques qui sont des thématiques, on va dire, de sciences politiques. Donc vous pouvez trouver ce type de bachelor-là. Sur quel IUT? Alors, je pense par exemple à l'IUT de Fontainebleau-Sénard, que je connais mieux, et ils ont ce type de proposition, par exemple. Ok, merci. Mais je pense que c'est assez répandu. Okay, merci. Alors, juste la dernière question, parce qu'il y a une conférence qui doit advenir juste après, à Ville. Oui, bonjour. C'était pour savoir si il existait des BUT sciences politiques. Non. Non? Non. Ok. Bien, je vous remercie, et donc nous devons donc libérer la salle pour les prochaines tables rondes. Merci. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.